Au fond, les départements d'outre-mer sont un peu les piliers d'une fantastique cathédrale du vivant. On dit même que la France est méga divers, c'est-à-dire qu'elle appartient au clan très fermé, très remarquable des pays ayant la plus grande biodiversité. Cela dit, quand on fait un constat, quand on s'approche de cette biodiversité, eh bien on réalise qu'elle est en déclin dramatique. Alors, la LPO a décidé de s'investir, notamment à travers le programme Life Plus Cap d'Homme, avec le concours de l'Union européenne, de partenaires et évidemment des acteurs locaux, afin que tous ensemble, on réussisse à sauver les oiseaux et par là même l'ensemble de la biodiversité des départements d'outre-mer. Près de 80% de la biodiversité française se trouve en outre-mer et ici plus qu'ailleurs, elle est menacée. Parce qu'ils sont le groupe animal le mieux connu au monde, les oiseaux constituent de très bons indicateurs de l'état de l'environnement. Ils sont au cœur du Life Plus Cap d'Homme. De 2010 à 2015, ce projet a été porté par 4 associations et un parc national à La Réunion, en Guyane et en Martinique et coordonné par la LPO. Le problème des DOM, c'est leur éloignement géographique d'une part de l'Europe continentale et puis c'est qu'ils traversent des problématiques, ils rencontrent des problématiques qui sont extrêmement différentes de celles que nous rencontrons ici en métropole. Et l'intérêt d'assurer cette coordination du programme Life Plus Cap d'Homme, c'est de pouvoir favoriser l'échange et le partage d'expériences. Et ce que nous offre la Commission européenne à travers ce programme, c'est justement de pouvoir développer des outils inédits qui sont adaptés aux contextes locaux et qui pourront à terme être répliqués sur d'autres territoires. En Martinique, l'AOMA et ses partenaires ont mis au point une technologie pour mieux connaître le moqueur gorge blanche et proposer des mesures de protection. À La Réunion, les actions menées par la CEOR et le Parc national ont permis de sécuriser la population de l'échenilleur de La Réunion, dit huit-huit, actuellement en danger critique d'extinction. Le busard de Maillard, ou Papang, a également fait l'objet de nombreuses actions pour réduire le cause de sa mortalité. En Guyane, le GEPOG a travaillé sur un habitat, les savanes sèches, et 2 espèces d'oiseaux protégés, l'emblématique coq de roche orange et le très discret héron agami. Le héron agami est un oiseau dont on ne savait pratiquement rien au début du programme. En Guyane, il niche dans la réserve des marais de Kouroura, qui abrite la plus grande colonie au monde avec plus de 2000 couples. Pourtant classé comme espèce vulnérable, on ignore ce qu'il fait en dehors de la réserve. Où se nourrit-il ? Jusqu'où se déplace-t-il ? Étaient autant de questions qui restaient sans réponse. Pour le savoir, le GEPOG a posé des balises Argos sur 8 individus pour les suivre à distance. 5 ans après, les résultats obtenus sont positifs et permettent de proposer des mesures de protection pertinentes. Le héron agami, il y a eu plusieurs succès. Le premier, c'est d'avoir testé pour la première fois des techniques de suivi Argos en milieu tropical, donc des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant, et du coup de pouvoir avoir un peu des conclusions sur les capacités techniques de ce genre de matériel. Et du coup, on va pouvoir aussi faire des recommandations pour des projets futurs ou pour d'autres acteurs. La deuxième réussite, c'est d'avoir accumulé pour la première fois des connaissances inédites sur cette espèce, qui sont des bases nécessaires pour la mise en place d'actions de conservation. Et la troisième, c'est le travail qu'on a pu faire avec les pays voisins, c'est-à-dire de réussir à étendre le projet de la Guyane vers les pays qui regroupent un peu l'aire de distribution de l'espèce et de s'étendre en Amérique du Sud pour la rédaction commune du plan de conservation. Toutes les données collectées ont servi à rédiger le premier plan international de conservation de l'espèce pour garantir sa survie à long terme et sur l'ensemble du continent. Tout comme le héron, les savanes sèches de Guyane étaient méconnues des scientifiques. À côté de la très attrayante forêt amazonienne, l'intérêt pour ce milieu considéré comme plus ordinaire était moindre. Pourtant, si les savanes représentent moins d'1% du territoire, principalement sur le littoral guyanais, elles recèlent une biodiversité extrêmement riche. Dans le cadre du Life Plus Cap d'Homme, le GEPOG a pu conduire les toutes premières études sur les types de sols, de végétation et d'oiseaux pour mieux connaître ce milieu.
Cette base de données immense va désormais servir à de nombreux autres projets. Ces études ont notamment mis en lumière la principale menace des savanes, l'Acacia mangium. C'est une espèce qui vient d'Australie et qui est arrivée en Guyane dans les années 80. Il a été importé pour la revégétalisation de sites miniers parce que notamment il suffit de jeter les graines au sol et qu'elles germent très rapidement toutes seules. Et il ne pose pas de problème en milieu fermé. Par contre, vu que c'est une espèce pionnière, elle se reproduit très rapidement en milieu ouvert et en Guyane, dans les savanes, on a les passages des feux qui activent en plus la germination. Donc c'est une espèce qui est utilisée également par les agriculteurs parce qu'elle enrichit le sol, qu'elle grandit rapidement, qu'elle fait de l'ombre aux bêtes et que les jeunes pousses peuvent être broutées par les bovins. Pour maintenir les différents usages tout en conservant ce milieu, une méthode efficace de contrôle de l'Acacia mangium a été testée et validée, le tronçonnage. La connaissance acquise par ces premières études sur les savanes va non seulement permettre de les protéger, mais également de les valoriser. Un des enjeux et des intérêts de ce programme, c'était de mettre en lumière l'intérêt de ces milieux très rares et de développer des activités pour essayer de les préserver. Jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément conscience que ces milieux étaient des milieux particulièrement rares et menacés. Je pense que les consciences sont en train d'évoluer sur ces sujets et qu'on devrait donc, à l'avenir, avoir une bien meilleure protection de ces milieux. Donc, moi, ça, c'est toute mon enfance, le bruit du géocoucou acheté dans la savane. Ah oui, géocoucou acheté. Ouais. Non, ça c'est en dernier, hein, mais plus cassicupé, bruit et Annie des savanes. Toi tu dis facile? Caracara à côté des palmiers à huile, c'est assez facile à obtenir. Enfin, je pense. Pendant un an, le GEPOG a organisé des ateliers participatifs avec les partenaires et habitants de Sinnamary et d'Irakubo pour trouver la meilleure façon de faire découvrir les savanes. Après plusieurs temps de rencontres et d'échanges, l'idée d'un chemin est née. Récemment inauguré, ce sentier combine aménagement paysager et parcours sonore. Politiquement, je dirais qu'il est important de pouvoir mettre des espaces participatifs, comme ça a été dit, même collaboratifs, entre une idée, à un moment donné par une association qui souhaite dire que les savanes, c'est pas neutre, qu'il y a beaucoup de vie dedans, il y a un biotope important. Une municipalité qui a répondu présente, et c'est important, parce qu'on souhaite bien sûr que tout le pays des savanes y réponde. Et puis on a vu des personnes et des femmes qui, avec leur histoire, ont aussi contribué à maintenir cet état de ces savanes-là. Donc cette savane, elle a ponctué la vie des hommes et des femmes, et elle a donné des acquis de connaissances et que maintenant les personnes ont envie de transmettre. Les espèces invasives sont la principale cause de mortalité de l'échenilleur de la Réunion, dit Tuituit. Au début du programme, il ne restait que 27 couples de ce petit passereau forestier, endémique de l'île, c'est-à-dire qui n'existe nulle part ailleurs. Vivant exclusivement dans le domaine de la Roche-Écrite, au cœur du parc national de la Réunion, cette espèce est menacée par les rats introduits par l'homme. Pour la Céore et le parc, l'objectif était de sauver cet oiseau de l'extinction en proposant une méthode de dératisation optimisée. Un objectif largement atteint. En ce qui concerne la population de Tuituit, donc le bilan qu'on peut faire, c'est, je rappelle, en 2010, donc au moment du programme, on partait avec moins de 30 couples. La dernière saison, avec la prospection qu'on a faite, on a poussé nos efforts sur la prospection de nouveaux couples. Et aujourd'hui, on arrive à un petit peu plus de 40 couples. Donc c'est un bilan positif, que ce soit pour la dératisation ou pour l'évolution de la population de Tuituit. Grâce aux efforts de conservation,
la population de tuituites a augmenté de 50% en 5 ans. Mondialement menacé, le moqueur gorge blanche est cantonné en Martinique, sur la presqu'île de la Caravelle, avec une population estimée à 200 individus sur la réserve. La destruction de son habitat et la surfréquentation de ses lieux de reproduction constituent probablement les principales causes de fragilité de l'espèce. Les sites hébergeant le moqueur restent pourtant méconnus. Pour mieux les répertorier, la OMA et ses partenaires ont mis au point une technique innovante pour identifier ces habitats, combinant des capteurs sensoriels et des enregistreurs sonores. Bien que pionniers dans un projet de conservation, ces outils présentent de nombreux avantages. Ce que je vois en premier lieu dans l'utilisation des sound-meters, c'est le fait de limiter le dérangement. Parce qu'effectivement, on réduit le passage de l'homme sur le terrain. Donc on limite le dérangement de l'espèce. Ensuite, ça permet également d'acquérir des données que l'on ne pourrait pas acquérir finalement avec de simples moyens humains. On arrive à acquérir des données sur plusieurs heures, plusieurs jours, etc. avec les SN. Ensuite, il y a l'attrait de l'utilisation de nouvelles technologies et la possibilité de développer de nouvelles compétences pour les agents du parc naturel régional et aussi de façon plus générale sur la Martinique. Les données ainsi collectées ont permis de prévoir des mesures de protection en conséquence. Des panneaux d'information ont été placés dans la réserve et des sentiers réaménagés. Récemment, nous avons signé un arrêté municipal permettant au Conservatoire du littoral de fermer des sentiers pour pouvoir laisser en toute tranquillité l'oiseau. Et pour nous, je dirais mieux, on va faire de cet oiseau l'emblème du quartier Tartane. Et partout à la Trinité, dès lors qu'on aura une opération, une manifestation, on va mettre l'oiseau dans les fonds pour que tout un chacun puisse voir. La première carte des hotspots du moqueur a été réalisée pour partager ces nouvelles connaissances avec l'ensemble des acteurs impliqués en Martinique. Comme pour le moqueur, le dialogue et la concertation doivent permettre d'intégrer la biodiversité dans les politiques publiques. C'est un des objectifs phares du Life Plus Cap d'Homme, notamment mis en œuvre dans le cadre de l'action Busard de Maillard, dit Papang. Dernier rapace nicheur de la Réunion, sa population est estimée à 180 couples, tous sur l'île. 3 menaces majeures le mettent en danger. L'empoisonnement secondaire, induit par l'ingestion de rats empoisonnés, les collisions avec des câbles électriques et le braconnage. Des actions de concertation ont donc été menées avec les professionnels de la lutte contre les nuisibles en milieu agricole, EDF, et les différentes polices de nature. Clairement, sur le Papang, il y a un problème d'empoisonnement secondaire. Nous avons rencontré les agriculteurs, nous avons rencontré les structures qui gèrent la mise en place des campagnes de dératisation. Et nous avons essayé de concerter tous ces acteurs pour arriver à faire émerger de nouvelles pratiques qui soient moins néfastes pour cette espèce. En parallèle, une brigade SOS Papang, constituée de bénévoles, a été mise en place. Les brigadiers effectuent des suivis avant et après les campagnes de dératisation pour évaluer l'impact des nouvelles mesures. Ils sont également formés pour pouvoir récupérer et transférer plus efficacement un oiseau blessé ou empoisonné vers le centre de soins de la Céore. Depuis 2012, le taux de survie des busards amenés au centre est en augmentation. Une belle réussite pour les 77 bénévoles de la brigade. Concilier activité économique et questions de protection, c'est aussi l'enjeu de conservation du coq de roche orange. Espèce sensible et protégée du plateau des Guyanes, ce coq au plumage somptueux cohabite avec les acteurs économiques des filières forestières, minières et touristiques. Un partage des connaissances, par le biais de comités de suivi réguliers, a permis de réunir les différentes parties prenantes pour une meilleure compréhension des enjeux de chacun. C'est le plan de gestion, le plan d'aménagement qui détermine les vocations des zones, accueil du public, écologie, exploitation forestière, qui essaie de concilier toutes les demandes qu'il y a sur une forêt. Donc sur la forêt de Caux, il y a une demande accueil du public, parce qu'il y a pas mal de touristes, il y a une demande de toutes les associations environnementales, parce qu'il y a vraiment un intérêt à la biodiversité,
Il y a une demande de bois, parce qu'il y a encore une scierie qui s'approvisionne sur la forêt de Caux, la scierie Svalène. Donc on essaie de concilier tout ça en essayant de localiser dans l'espace les différents usages sur cette forêt. La Fédération des opérateurs miniers a accepté de participer au programme Coq de Roche Life Cap Dome parce que le coq de roche est présent dans plusieurs secteurs où se situent les activités minières. Et la connaissance qui a été acquise par rapport aux travaux sur le coq de roche, travaux de recherche, ont permis de mettre en évidence la superficie de l'aire d'activité, de voir sur quel secteur il peut être présent. Et ceci permet d'en tenir compte dans le cadre des travaux d'exploration pour la prospection minière. Pour accompagner les différents acteurs dans leur plan d'aménagement, le GEPOG a réalisé un guide technique avec notamment une carte de distribution de l'espèce à l'échelle du département. Le coq étant un oiseau emblématique, il attire également un tourisme de vision qui intéresse les professionnels, également partie prenante des comités de suivi. Une concertation qui a donné lieu à 2 principales mesures, la mise en place d'un sentier d'interprétation et la formation de guides sensibilisés à cette espèce. Le fait que ce soit une espèce emblématique, même si les gens, tout le monde ne va pas aller visiter ce site, en fait, ce sera un point fort d'attractivité et qui montrera aussi que la Guyane s'approprie des espèces emblématiques et est capable de les étudier et de les mettre en valeur. Donc ce sera un atout extrêmement fort pour l'image de la Guyane qui en a besoin et la couleur s'y prête. La montagne de Caux dispose désormais d'un parcours spécifique pour observer le coq. Un observatoire et des panneaux d'interprétation guident les touristes à travers la forêt et permettent d'observer l'espèce sans trop la perturber. L'inauguration du sentier a été organisée par le GEPOG fin 2014 en présence des élus locaux. C'est un programme qui est, à mon avis, particulièrement adapté à la Guyane et à sa biodiversité que nous tentons de valoriser. Cette nature, il nous faut la protéger, nous en avons la responsabilité, mais en même temps, il nous faut trouver les solutions et la conciliation pour assurer le développement économique. Depuis 2012, le GEPOG a formé plus de 20 personnes, dont des opérateurs touristiques, aux bonnes pratiques d'observation du coq. La biodiversité ultramarine se dégrade plus rapidement qu'en métropole. Or, les ressources humaines, financières et juridiques pour enrayer ce déclin font défaut. Renforcer les territoires en les dotant de nouveaux outils adaptés au contexte de l'outre-mer était un des enjeux du Life Plus Cap Dome. Dans le cadre de ce programme, des outils spécifiques, jusqu'alors inexistants dans les DOM, ont été mis en place. Le stock en fait partie. Ce suivi des oiseaux communs a été adapté en Guyane, en Martinique et à La Réunion grâce aux experts de la LPO et du Muséum national d'histoire naturelle. Le principe du programme Stock, c'est de s'intéresser aux espèces communes. Pendant la période de reproduction, on a beaucoup de suivi depuis très longtemps et on s'intéresse beaucoup aux oiseaux rares qui sont menacés d'extinction, mais on a négligé pendant longtemps les espèces plus communes qui, elles, peuvent aussi souffrir des grandes modifications des habitats. Et donc depuis 20 ans, en métropole, on a mis en place un programme de comptage de ces oiseaux au printemps, par point d'écoute de 5 minutes. Et donc les mêmes personnes, chaque année, retournent sur les mêmes sites et comptent les oiseaux. Et on a ainsi des comptages, des centaines, des milliers de comptages répétés qui nous permettent de savoir si l'hirondelle, le martinet, le coucou, telle ou telle espèce sont en diminution ou en augmentation. Oui, l'outil peut être un outil d'aide à la décision en plusieurs sens, dans la mesure où il va donner des paramètres évaluatifs. On va pouvoir jauger de l'impact des politiques publiques. Est-ce que quand on investit 10 € dans la conservation de la nature, on voit des bénéfices? Est-ce que quand on investit 10 € dans une autoroute ou un aménagement structurant fort, à l'inverse, est-ce qu'on peut voir l'impact sur la biodiversité? Donc là, ça peut être déjà un élément en soi de savoir si effectivement on est efficace ou pas dans nos actions. L'autre élément, c'est que le stock peut aussi être utilisé dans une fonction locale. En multipliant le nombre de points, on peut dresser des cartes particulièrement passionnantes qui permettent de voir les variations de densité des populations d'oiseaux
et de savoir par exemple sur un territoire s'il vaut mieux intervenir en aménagement plutôt à un secteur plutôt qu'à un autre. On peut savoir aussi quels sont les noyaux de biodiversité, les sites à surtout pas toucher ou au contraire à protéger. Donc c'est en fait un prolongement du stock qui peut aboutir à des outils localement extrêmement performants. Une fois la biodiversité évaluée et prise en compte, il est alors possible pour les acteurs de l'environnement de proposer sa mise en protection là où elle est nécessaire. En Guyane et à La Réunion, des sites importants pour les oiseaux ont été identifiés en tant que priorité de conservation. En plus de ces outils, les territoires se trouvent renforcés par de nouvelles dynamiques socio-économiques. Grâce aux différentes actions de sciences participatives, de nouveaux bénévoles ont été recrutés et formés dans chaque territoire, consolidant ainsi des communautés de naturalistes. C'est notamment le cas des bases de données en ligne mises en place à La Réunion, comme dans les autres DOM. Il y a un autre outil de sciences participatives qui est le site fauneréunion.fr, qui est un site qui permet de stocker des observations qui sont réalisées par tous les observateurs de l'île. Et quelque part, c'est aussi une communauté qui alors était peut-être préexistante, mais qui s'est développée de façon importante. Aujourd'hui, on a plus de 100 contributeurs. Donc c'est quand même un moyen de rassembler ces gens autour d'un outil. Et je dirais, voilà, si on fait un bilan très succinct, le Life CapDom à La Réunion a permis de créer cette communauté de bénévoles ou d'agents, qui ne sont pas forcément des bénévoles de la CEOR, mais qui sont des acteurs de l'environnement, et de rassembler tous ces gens autour de protocoles qui sont aujourd'hui extrêmement importants et qui ne pourraient pas être portés par la CEOR, par ses salariés, typiquement. Au-delà des bénévoles, le programme a permis de mettre autour de la table les différents acteurs de l'environnement, comme la DEAL, l'ONF ou encore les parcs nationaux et régionaux. Ces comités de pilotage ont été l'occasion de reconstruire des liens qui perdureront au-delà du programme. Ces dynamiques engageantes ont également un impact en termes d'emploi. En 5 ans, plusieurs postes ont été créés ou renforcés, mobilisant plus de 28 salariés et de nombreux stagiaires. Un des intérêts de ce programme, ça a été de créer de la transversalité entre 3 départements d'outre-mer et une coordination nationale. Et je dois bien avouer que si au début on émettait quelques réserves ou doutes sur la capacité à partager des problématiques parfois très différentes entre les régions, eh bien, par les outils qu'on a mis en place, par les séminaires de restitution au fil du programme, on a réussi à partager nos problématiques, nos enjeux et à partager aussi des compétences. Un exemple concret par exemple par rapport au 8.8, c'est que nous ça fait presque 10 ans maintenant qu'on fait de la dératisation. On a mis en place des méthodes innovantes dans le cadre du LIFE. La Martinique, ils ont les mêmes problématiques par rapport aux prédateurs. Donc on vient partager notre expérience, donc leur donner notre méthode. Et à côté de ça, eux, la Guyane, sont en avance par rapport à du suivi télémétrique, par exemple sur des passereaux ou sur des oiseaux. Et donc c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a dans l'idée de faire des suivis télémétriques sur le 8.8. Donc on vient apprendre par rapport à la Guyane et partager par rapport à la Martinique. Et après, la Martinique nous donnera d'autres échanges. Par exemple, ils font de la capture de mangoustes. Nous, on a aussi des problématiques par rapport aux chats qui, dans quelques années, leur expérience pourra nous servir. Donc c'est vraiment un échange entre les différents DOM et entre les différents partenaires du LIFE qui vont nous permettre de mieux travailler par la suite. Cette transversalité a très largement dépassé les 3 DOM du programme. Des outils reproductibles comme le stock sont d'ailleurs exportés à Mayotte, en Guadeloupe ou encore à Maurice, Rodrigue et aux Seychelles. Ce programme a également servi de modèle à d'autres Life+. Le LIFE a parfois été des graines qui ont été semées et c'est ces graines qui germent dans d'autres projets et c'est pas automatiquement une suite logique, etc. À la fois d'un point de vue technique où on a amélioré les techniques de dératisation et également d'un point de vue format pour monter des programmes Life+. On a vraiment tiré beaucoup d'enseignements de ce Life+ CapDom et c'est ce qui nous a permis de proposer 2 projets l'année dernière qui ont été acceptés et qui démarrent désormais. Donc à La Réunion, de nouveau, il y a 2 Life+ qui vont démarrer et qui prennent leurs racines dans l'expérience du Life+ CapDom.
Un des objectifs du programme Life Plus Pétrel va être de lutter donc contre les principales menaces pesant sur les pétrels. Ces menaces sont la pollution lumineuse, les chats sauvages et les rats. Il y a donc des actions de dératisation qui vont être menées. Ces actions de dératisation vont être mises en place par voie terrestre selon le protocole optimisé qui a été mis en place dans le cadre du programme Life Plus CapDom. Donc en appliquant exactement le même protocole puisque celui-ci a fait ses preuves dans le cadre du programme Life Plus CapDom. Et l'objectif sera aussi de poursuivre les tests qui vont démarrer dans le cadre de ce programme Life Plus. Les tests entre autres par voie aérienne et par drone. La solidarité associative est le fondement de ce programme. Un Life Plus demande une gestion lourde et rigoureuse à laquelle les petites structures ne pourraient répondre seules. C'est grâce au partenariat de longue date entre la LPO et les associations locales que ce projet a pu voir le jour. Et cet appui national de la LPO sur nos 3 associations a été assez bénéfique et remarquable tout au long du projet pour permettre à nos associations de se mettre à niveau, au niveau technique, au niveau financier, et à garantir en quelque sorte des résultats les plus corrects possibles. Donc à tous ces niveaux-là, aujourd'hui, le bilan, 5 ans après, 5 ans d'efforts et 5 ans de partage de travail, il est pour nous très positif. Donc au moment de la clôture du Life CapDom 1, bien sûr, nous nous posons la question de l'avenir de cet outil Life, et peut-être d'autres outils d'ailleurs, et nous prendrons le temps, cet automne 2015, de rencontrer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'agir concrètement pour la biodiversité en Outre-mer, pour voir quelles sont les priorités, les thématiques sur lesquelles nous allons nous retrouver ensemble pour relever de nouveaux défis. À l'occasion du séminaire de clôture du projet, les élus ultramarins présents ont manifesté leur très vif intérêt pour la protection de cette biodiversité menacée. Vous savez, l'île de la Réunion était un paradis écologique, avant même que l'homme ne mette son premier pied sur ce territoire. Est-ce à dire que l'homme est une espèce envahissante? Je ne dirais pas cela, sauf qu'il ne reste plus grand-chose de ce paradis écologique. Mais il reste quand même un certain nombre d'oiseaux endémiques, d'espèces aussi endémiques. Il y a aussi la flore qui mérite urgemment d'être préservée. Et leur disparition serait un appauvrissement pour l'ensemble de l'humanité parce que ce qui est perdu ne peut pas être remplacé.